Alors là, on se place du point de vue déjà de l'histoire, des idées, des institutions. Mais il y a des figures, on peut s'arrêter à quelques figures très fortes symboliquement. Alice Milia, par exemple, dont nous voyons ici une photo, qui est une figure très, très intéressante dans cette histoire de l'émancipation presque institutionnelle du sport et du groupe lorsqu'elle a fondé Femina Sport, par exemple. C'est une figure qui vous semble importante dans ce Mais mouvement. pour moi, si vous voulez, elle a autant d'importance que d'autres féministes dans d'autres domaines. C'est-à-dire que vous savez, j'ai travaillé sur une femme, celle qui a traduit Darwin en France en 1860. Donc elle n'avait évidemment pas fait des études secondaires, donc c'est nécessairement autodidacte au milieu du 19e siècle. Et elle avait un papier en tête sous son nom où elle avait écrit « Je prends mon droit ». Donc, il se passe dans le sport, hein, c'est comme Suzanne Lenglen, il se passe dans le sport la même chose que dans d'autres domaines. Il y a, soit on fait changer les institutions, soit on fait changer les lois, soit on prend son droit, c'est-à-dire on transgresse, c'est-à-dire on C'est le cas. Et bien sûr, c'est pour ça que j'y viens. C'est pour ça que pour moi, ces figures de femmes dans le sport, donc qui sont des figures nécessairement isolées, donc individualisées plutôt qu'isolées, elle renvoie pour moi à tel ou tel dans d'autres domaines qui vont avoir des pratiques transgressives. La première qui passe le baccalauréat, Julie Victoire d'Aubier, voilà, qui est obligée de faire je sais pas, plusieurs académies avant de pouvoir se faire inscrire. Elle a un parcours et après elle écrit des livres qui parlent de l'ensemble des femmes, donc un trajet individuel doublé d'une action collective ou de bien commun. Voilà. Donc c'est tout à fait classique, simplement là, c'est dans l'espace sportif. Et en même temps, il y a quand même des chiffres, je ne vais pas vous donner des chiffres révélateurs. En 1900, 19 femmes étaient engagées aux Jeux Olympiques. Elles représentaient 43% des athlètes à Sydney. Il y a quand même, en l'espace d'un siècle, une transformation absolument considérable. Et c'est ce qu'on peut voir, nous, sur notre propre génération, avec le sport féminin. On est en train quand même, l'autre jour, je ne sais plus c'était pas les footballeuses, est-ce que c'était les basketteuses ou les handballeuses qui étaient en première page de l'équipe. Mais moi, j'ai encore des émotions quand je vois ça. Enfin, je ne suis pas lectrice de l'équipe, mais j'ai appris par la radio que dans la revue de presse que la première page de l'équipe, c'était donc un sport et qui est un sport d'équipe, donc les sports considérés comme souvent quand même plus masculins ou surtout plus mis en avant par les médias, par les grands médias. Et moi, j'ai de l'émotion parce que je sais très très bien que c'était impensable. Donc le temps de ma génération, c'était impensable il y a 3 décennies, ou même 2 décennies. Donc il y a des accélérations, mais donc vous le faites sur l'ensemble du XXe siècle, et c'est vrai que c'est important. Elles vont être effectivement autorisées à participer aux Jeux Olympiques malgré la déclaration, parce que voilà, il faut... c'est sous des pressions, sous la pression de l'évolution sociale, c'est tout. Il y a un processus entre guillemets historique. Elles ont gagné l'accès pratiquement à tous les sports. Voilà. Alors, la question, oui. Alors, si je continue mes analogies avec d'autres espaces de la société. C'est un combat, une lutte au Pérou, je crois. Ah, elle est magnifique. Mais c'est vrai que je fais des analogies avec les autres espaces sociaux, démocratiques, etc. Mais il y a des normes. Et maintenant, ce qui serait intéressant, c'est évidemment de passer au spécifique. C'est-à-dire que autant on identifie assez facilement comment l'émancipation des femmes avance, disons, dans l'espace politique. Vous voyez, on leur donne le droit de vote aux femmes après la Seconde Guerre mondiale, et 50 ans plus tard, on discute du fait qu'elles ne sont pas à l'Assemblée nationale. Donc on voit bien le passage de l'un à l'autre. Sur la question du sport, on va avoir cette entrée dans le monde sportif comme ça, et si on se bat pour, par exemple, la présence des femmes à l'Assemblée nationale, on voit bien que ça ne change pas nécessairement la politique, ou bien que ça va régresser pour telle et telle raison, dans l'espace économique aussi. Alors quelle serait la spécificité de la question sportive ? Est-ce qu'on va faire régresser la pratique des femmes, parce qu'il faut réassurer la hiérarchie quand même des pouvoirs entre les hommes et les femmes, dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens traditionnel, classique et ancestral, ou bien est-ce que ça va être un lieu où de nouvelles questions sont posées ?
et notamment évidemment à travers le corps, de savoir si cette séparation entre les sports, il y aurait est-ce qu'on fera un jour un football mixte, un football donc où les corps sont mélangés. Ça, c'est une question qu'on ne peut pas retrouver de la même façon si on parle de l'Assemblée nationale. Donc ça devient intéressant de savoir pourquoi ça serait spécifique. Et donc voilà, je fais des analogies et en même temps, avec le sport, je bute sur des questions qu'on n'a pas ailleurs. Dans l'image précédente, nous avons vu des paysannes péruviennes en train de se livrer à une activité sportive généralement dévolue aux hommes. Mais il y a aussi la transformation vestimentaire liée à des techniques, des technologies nouvelles. Et ces transformations vestimentaires, elles ne sont pas anodines, ce sont aussi des signes de libération du corps. Oh oui, il est clair puisque là c'est l'image de la femme qui fait de la bicyclette en pantalon. N'oublions pas que le port du pantalon est interdit, jusqu'à récemment en France en tout cas. Donc ce que je vois, c'est que c'est une transgression. 2, c'est approprier, c'est-à-dire faire de la bicyclette en jupe longue. J'ai essayé, c'est difficile. Donc nécessairement, là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que la matérialité de la bicyclette oblige à changer la tenue, fût-elle transgressive, voire interdite dans la société. Ce qui est drôle, si on met les deux images côte à côte, c'est que finalement, aujourd'hui, on s'intéresserait à l'image de femmes faisant du sport avec des tenues traditionnelles, quand au contraire, on a valorisé toutes ces images de subversion grâce au sport, de l'apparence ou en tout cas de l'habillement du corps féminin. Moi, ce que ça me fait penser, et puis il y a d'autres sujets polémiques qu'on connaît sur la question de quel type de vêtements on porte pour faire du sport, c'est que c'est une interrogation, là encore, loin d'être simple. C'est-à-dire, il n'y a pas de progrès. Il y a comment on habille, comment les femmes, peut-être les hommes aussi, je ne sais pas, il faudrait peut-être étendre de sexe, mais en tout cas là, comment les femmes s'habillent ou ne s'habillent pas par rapport à l'exercice du corps. Mais encore, toujours pour chercher des analogies, moi je suis très étonnée par exemple que les jeunes femmes d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le sport, encore que ça soit un sport, une jeune femme enceinte aujourd'hui va porter un t-shirt moulant sur son ventre, sur son vaste ventre de femme, tandis que dans les générations précédentes, y compris la mienne, on essayait plutôt qu'on ne voit pas trop la forme du ventre. Donc, quelle est la liberté du corps ? Quand le corps est-il libre ? C'est pas seulement quand il est habillé ou dévêtu, c'est aussi quand il propose une nouvelle façon d'être vu, je ne sais pas.